Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. L'année 2024 marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Malgré la distance, les différences culturelles et les modes de développement différents, les deux pays ont toujours été attirés l'un par l'autre. Dans un contexte international complexe et instable, comment renforcer les échanges culturels et la coopération économique et commerciale entre les deux pays? Comment améliorer la compréhension mutuelle en dépit des différences culturelles? Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'en discuter avec Madame Li Chunye, qui vit en France depuis une vingtaine d'années. Elle participe très souvent à des événements et des rencontres dans lesquelles elle fait part de ses expériences personnelles et de ses sentiments sur les différences entre les cultures chinoises et françaises. Elle est aussi invitée régulièrement à des débats et à des interviews organisées par les médias français où elle fait entendre une voix raisonnable sur la Chine et promeut la compréhension mutuelle et la coopération entre les deux pays. Bonjour Madame Li Chunye. Bonjour Madame Xu. Bienvenue dans notre émission. Merci. Vous vivez en France depuis une vingtaine d'années. Pour vous, quelles sont les principales différences culturelles entre les deux pays? Alors, tout d'abord, entre les Français et les Chinois, on partage beaucoup de points communs. Ensuite, il y a des différences culturelles. Moi, je prends un premier exemple. Par exemple, dans la culture chinoise, la recherche permanente de l'harmonie est très encouragée. Cela se reflète dans les philosophies chinoises, comme le confucianisme, le taoïsme ou le bouddhisme. De ce fait, les Chinois pensent souvent que non seulement le blanc et le noir peuvent coexister, tout comme le yin et le yang, mais aussi il y a la troisième zone, la zone grise. On a une vision du monde comme quoi le blanc, le noir et le gris peuvent coexister. Tandis que dans la culture française ou occidentale, on constate une sorte de dualisme, c'est-à-dire c'est ou bien le blanc ou bien le noir. Donc si c'est pas du blanc, c'est complètement noir. Donc on peut constater cette différence dans la façon de percevoir ce monde et beaucoup de sujets. Et un deuxième exemple, dans la culture chinoise, on attache plus d'importance aux actions qu'aux paroles. Comme ce qu'on dit, comme le disent certains proverbes chinois, celui qui parle trop dit forcément des bêtises. Un homme de bien est rapide en action et fait attention à ce qu'il dit. Tandis que dans la culture française, on aime bien passer beaucoup de temps à discuter, à débattre, et souvent en oubliant qu'il faudrait prendre des actions par la suite. Donc, ce sont deux approches différentes qui se reflètent dans la vie quotidienne, dans le milieu du travail et aussi sur plein d'autres sujets. Voilà, donc il y a aussi d'autres différences culturelles. Ce sont deux exemples qu'on peut constater assez souvent. Et malgré les différences culturelles, quels sont par exemple les aspects de la vie en France auxquels vous avez eu le plus de mal à vous adapter? Je pense que globalement, je m'adapte assez bien à la vie en France. Après, je pense qu'aucun pays n'est parfait dans la vie quotidienne. Par exemple, à Paris, le sens du service n'est pas toujours très satisfaisant. Donc, c'est quelque chose à laquelle j'ai parfois encore du mal à m'adapter. Et puis, l'administration française n'est pas toujours très efficace, par exemple. Mais je pense que globalement, je m'adapte bien à la vie ici après 20 ans. Et les différences culturelles mènent parfois à des malentendus. Selon vous, quelles sont les principales impressions fausses que les Français peuvent avoir sur la Chine ou bien les clichés sur la Chine? Oui, c'est vrai que la Chine est un pays lointain et qu'en France, on n'a pas toujours accès aux bonnes informations. Donc, il existe des préjugés, voire de fausses informations sur la Chine ou les Chinois. Je prends un premier exemple. C'est lié à ce que j'ai mentionné tout à l'heure, une approche
noir ou blanc. Donc dans le raisonnement français, quand on regarde un pays ou un sujet, si c'est pas complètement, si cela ne ressemble pas à la France, on pense que ce n'est pas du blanc. Du coup, on raisonne, on conclut que c'est du noir. Donc, du coup, en France, beaucoup de gens, quand ils regardent la Chine, on raisonne de cette façon, et donc on a tendance à se focaliser sur les aspects négatifs, les zones d'amélioration de la Chine, en oubliant qu'il existe aussi beaucoup de choses très positives là-bas. Et donc, il y a un raisonnement de confrontation, c'est-à-dire si c'est pas du blanc, c'est du noir. Donc ça, c'est un premier raisonnement que je trouve pas irrationnel vis-à-vis de la Chine. Et un deuxième exemple, en France, quand on regarde la Chine, on a tendance à toujours prendre une approche très idéologique. C'est-à-dire, quand on analyse les différents sujets liés à la Chine, on conclut souvent que tout peut être expliqué par l'idéologie. Voilà. Pourtant, en réalité, il faut regarder la Chine avec beaucoup plus de nuances, parce que la Chine est un pays immense. On a des aspects très différents, on a de différentes provinces, différentes régions, on a des coutumes différentes. Là-dedans, il y a non seulement le gouvernement, mais il y a aussi l'entreprise, il y a le peuple, il y a la culture, il y a l'histoire. Donc, à mon avis, il faut pas tout mélanger, il faut pas penser que tout ce qui concerne la Chine peut être expliqué par l'idéologie, ce qui reflète une approche très simpliste. C'est pour cela que vous avez écrit le livre Cyrano, Confucius et moi, une chinoise à Paris. Tout à fait. Ce livre a été publié en France il y a 3 ans par la maison d'édition L'Archipel. Donc, c'est un récit autobiographique qui reflète les différences culturelles dans la vie quotidienne, dans le milieu du travail et dans les relations hommes-femmes, à travers mon parcours et des expériences authentiques. Donc, ce livre a pour objectif de faciliter la compréhension mutuelle entre les Français et les Chinois. Donc, c'est basé vraiment sur mes observations depuis plus de 20 ans de séjour en France. Et la version chinoise de ce livre a été publiée récemment par la maison d'édition pour l'éducation de Shanghai. Pouvez-vous nous présenter un peu ce livre ? La version chinoise a été traduite par moi-même. Donc, c'est vraiment pour illustrer les différences culturelles de manière plus approfondie et de manière concrète, à travers des histoires authentiques, parfois très amusantes. J'ai reçu pas mal de retours des lecteurs français et chinois et même occidentaux. Donc, depuis sa publication en France, il y a beaucoup de lecteurs qui m'ont écrit ou ont laissé des commentaires en ligne. Ils ont trouvé que les textes de mon livre étaient très authentiques, sincères. Et ils pensent aussi que les analyses des différences culturelles sont très pertinentes. Donc, moi, j'ai été vraiment ravie de pouvoir faciliter la compréhension mutuelle à travers le contenu de mon livre et d'avoir reçu ces retours très positifs des lecteurs français, occidentaux ou chinois. Et selon vous, que faut-il privilégier si l'on veut promouvoir efficacement la compréhension mutuelle et les échanges entre les deux pays, en plus d'écrire un livre comme vous? Je pense qu'il faudrait promouvoir vraiment plus de communication, plus d'échanges entre les peuples. Donc, se rencontrer, discuter et voyager. Il y a beaucoup de Français qui ont changé leur perception de la Chine quand ils ont voyagé en Chine.
Donc, je pense que un moyen très utile, c'est vraiment d'aller en Chine, regarder ce qui se passe là-bas, visiter le pays, discuter avec les Chinois qui vivent en Chine ou à l'étranger, en plus de la lecture, etc. Et puis, ce qui me semble vraiment important, c'est vraiment d'avoir un esprit ouvert, c'est-à-dire de comprendre, puis accepter qu'il existe différentes façons de percevoir ce monde, de penser, de communiquer, de travailler, etc. Sans préjugés. Voilà, ça c'est très important. Vous avez participé à de nombreux débats en direct et répondu à beaucoup d'interviews des médias français, et toujours dans l'idée de faire entendre une voix raisonnable sur la Chine et de faciliter la compréhension mutuelle. Mais certains médias occidentaux adoptent parfois une approche simpliste, voire biaisée vis-à-vis de la Chine. Comment analysez-vous ce phénomène ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ce phénomène. Bon, premièrement, quand on regarde le nombre de journalistes chinois qui parlent anglais ou français ou une autre langue étrangère et le nombre de journalistes occidentaux qui parlent le chinois, on peut constater un écart. Donc, premièrement, il y a beaucoup de journalistes occidentaux qui ne parlent pas le chinois, qui n'ont même jamais visité le pays et donc qui regardent la Chine, qui analysent la Chine avec des informations assez limitées. Donc la langue est très importante pour comprendre un pays et puis se rendre sur place est aussi très important. Donc je pense que ça c'est le premier facteur. Et deuxième facteur, souvent je constate que il y a beaucoup de journalistes, en fait, conclure d'abord selon leur prise de position, avant vraiment de passer beaucoup de temps à analyser un sujet. C'est aussi parce que qu'aujourd'hui, qu'on vit dans un monde qui évolue très vite. Dans les médias, il faut faire des reportages très rapides et il y a beaucoup d'informations qui sont passées à l'audience. Mais moi, je trouve qu'il manque de journalisme d'investigation. C'est-à-dire, il y a combien de gens qui passent leur temps à analyser un sujet de manière approfondie, à vraiment discuter avec les gens venant de ce pays et à rechercher des informations venant de différentes sources, pas seulement occidentales, mais aussi chinoises, asiatiques ou africaines. Donc, il y a peut-être une sorte de paresse interculturelle que l'on peut constater non seulement chez certains médias, mais aussi de manière générale. Aujourd'hui, je pense aussi avec le rythme de vie qui évolue, il y a plein de gens qui commentent déjà quand ils voient le titre, par exemple, d'un article, sans aller plus loin. Après, le troisième facteur, il y a une influence assez importante des enjeux géopolitiques entre la Chine et les États-Unis. Et on peut voir cette influence en Europe. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas forcément compte. On peut avoir d'autres facteurs, ce sont quelques exemples. Et comment avez-vous réagi quand les médias ou les gens parlent de la Chine d'une manière négative ou transmettent des informations fausses sur la Chine ? Moi, je trouve que ce n'est pas évident aujourd'hui pour les Chinois qui vivent à l'étranger de recevoir toujours ce genre d'informations ou d'analyses. Moi, j'essaie toujours d'illustrer les faits et les arguments bien solides. Et aussi avec un bon argument. Pour moi, c'est vraiment la base de toutes les discussions raisonnables. Ça veut dire des éléments factuels, des arguments solides et un bon raisonnement. Donc, sur tous les sujets. C'est ce que j'essaie de faire durant les débats ou les interviews ou durant les discussions
avec mes amis français ou occidentaux dans la vie quotidienne. L'année 2024 marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France, ainsi que l'année franco-chinoise du tourisme culturel. Une série d'activités se tiennent donc dans les deux pays cette année pour renforcer les échanges mutuels. Avez-vous participé à certaines de ces activités? Depuis plusieurs mois, il y a eu beaucoup d'événements franco-chinois qui ont été organisés à Paris et qui touchent différents sujets. La géopolitique, l'économie, la culture, la musique, le tourisme, le cinéma, etc. Et j'ai pu assister à une partie de ces événements. Il y a toujours une très bonne ambiance et les gens présents sont amicaux et ouverts avec la Chine ou les Chinois. Et je ressens aussi une forte volonté mutuelle pour mieux se connaître et pour renforcer la coopération franco-chinoise. Après, je croise toujours plus ou moins les mêmes visages du milieu franco-chinois. Et je pense que pour renforcer davantage l'effet de ces événements en France, il y a deux pistes. La première piste serait d'adapter davantage sa façon d'organiser ces événements et ses méthodes de communication à l'audience occidentale, en prenant en compte les différences culturelles qui existent entre les deux mondes. Et la deuxième piste serait d'utiliser davantage les moyens occidentaux, par exemple la communication dans les médias occidentaux ou sur les réseaux sociaux occidentaux, pour toucher davantage d'audience locale. Et pensez-vous que ces activités et ces événements sont assez efficaces pour améliorer les échanges culturels? Ou bien, d'après vous, comment faire en sorte que l'Occident connaisse mieux et comprenne mieux la Chine? Pour renforcer les échanges culturels entre la Chine et la France, ou pour que la Chine soit mieux connue et mieux comprise par l'Occident, il y a plusieurs points qui me semblent importants. Premièrement, il faudrait s'appuyer davantage sur des éléments soft, c'est-à-dire la culture, le tourisme, la gastronomie, le cinéma, etc., et qui peuvent créer plus facilement des connexions entre les gens de différents pays. Et ensuite, il faudrait plus de dialogue, plus de rencontres, plus de visites sur place, etc. La politique chinoise d'exemption de visa pour 15 jours à l'écart de 12 pays est une très bonne initiative. Et troisièmement, il faudrait vraiment passer du temps et faire de vrais efforts pour comprendre les différences culturelles qui existent entre les deux mondes, en dehors des points communs bien sûr, et aller chercher plus loin pour comprendre le raisonnement et les causes historiques, culturelles ou sociales qui se trouvent derrière. Et à partir de là, adapter sa façon de communiquer ou de collaborer avec l'autre partie. Depuis une dizaine d'années, vous avancez des conseils de manière indépendante aux dirigeants d'entreprises pour améliorer les performances commerciales entre la Chine, la France et l'Europe. Comment analysez-vous l'état actuel de la coopération économique et commerciale entre les deux pays, ou plus largement entre la Chine et l'Europe ? La coopération économique ou commerciale entre la Chine et la France ou l'Europe s'est très bien développée ces dernières années et continue à se développer malgré le contexte international très complexe et malgré l'impact des enjeux géopolitiques. Par exemple, si on regarde les échanges commerciaux entre la Chine et la France, en 2023, ils ont atteint 78,9 milliards de dollars. Et dans la même année, les investissements directs français en Chine se sont élevés à 1,34 milliard de dollars, soit une augmentation de 77% par rapport à l'année précédente. Aujourd'hui, près de 2000 entreprises françaises sont présentes sur le marché chinois et elles sont essentiellement des grands groupes. La part de marché des entreprises françaises est d'environ 1,3%, soit 3 fois inférieure à celle des entreprises allemandes en Chine. On peut donc constater qu'il y a encore du potentiel à explorer par les entreprises françaises. D'ailleurs, le marché chinois reste toujours stratégique, voire incontournable pour de nombreuses entreprises françaises, par exemple dans les secteurs des cosmétiques, des produits de luxe, de l'aéronautique, de la pharmaceutique, etc.
En plus de ces secteurs traditionnels, il existe également des opportunités dans de nouveaux secteurs. Par exemple, les énergies renouvelables, l'économie numérique, l'intelligence artificielle, etc. Et aujourd'hui, les consommateurs chinois sont également à la recherche des produits de qualité ou des produits originaux. Et je pense que les produits français pourraient tout à fait attirer davantage de consommateurs chinois. Dans l'autre sens, jusqu'à la fin de l'année 2023, le stock des investissements chinois en France s'est élevé à 4,84 milliards de dollars. On peut donc constater qu'il y a également du potentiel à développer dans l'autre sens. Et entre la Chine et l'Europe, aujourd'hui, les investissements directs européens en Chine se sont élevés à environ 10 milliards de dollars en 2022. Et dans la même année, les investissements directs chinois en Europe ont atteint 8,3 milliards de dollars. Et il y a également du potentiel à explorer dans différents secteurs, par exemple dans le secteur des énergies renouvelables, où nous devons collaborer et travailler ensemble pour faire face aux enjeux communs, par exemple le changement climatique, les problèmes environnementaux, etc., qui deviennent très sérieux aujourd'hui. Et les deux visites d'État effectuées l'année dernière et cette année par les dirigeants des deux pays ont en fait permis de renforcer le développement des relations sino-françaises. Comment envisagez-vous l'avenir des échanges commerciaux entre les deux pays? Il existe un proverbe chinois qui résume parfaitement la méthode à employer entre la Chine et la France ou l'Europe pour mieux collaborer. C'est 求同存异, chercher un terrain d'entente tout en gardant les différences. C'est-à-dire, malgré la divergence d'intérêts ou d'opinions, les deux parties peuvent tout à fait trouver des intérêts communs, la synergie d'activités, la complémentarité économique ou culturelle pour faire ensemble face aux enjeux ou aux défis communs qui déterminent l'avenir de l'être humain. Par exemple, le défi environnemental. D'ailleurs, je pense que les deux parties pourraient faire plus d'efforts pour mieux se comprendre et mieux se parler. Et pour cela, les décodeurs interculturels pourraient tout à fait jouer un rôle positif. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai écrit le livre Sihano, Confucius et moi. Et en 2014, vous avez publié un livre en français intitulé Réussir sur le marché chinois, qui visait à faire mieux connaître aux Français le marché chinois. Ce livre est sorti il y a 10 ans déjà. D'après vous, le marché chinois a-t-il beaucoup changé en 10 ans? Je constate 3 principales évolutions sur le marché chinois depuis environ 10 ans. La première évolution, c'est plus concurrentiel. Aujourd'hui, il existe un grand nombre d'acteurs qui sont présents sur le marché chinois, y compris des acteurs chinois ou occidentaux. En même temps, il y a une montée en puissance des marques domestiques et les consommateurs chinois sont également devenus plus exigeants qu'avant. Les questions se posent donc sur comment se différencier, comment attirer les consommateurs chinois, etc. La deuxième évolution, c'est plus numérique. Le nombre d'internautes chinois ne cesse d'augmenter ces dernières années et les Chinois sont globalement très connectés au digital, au téléphone mobile et aux réseaux sociaux. Les nouveaux concepts comme New Retail, Social Commerce, Live Streaming, Shopping, etc. se sont également très bien développés là-bas. D'ailleurs, sur certains aspects, le marché digital chinois est même plus avancé que le marché digital en Europe ou en Occident. Et la troisième évolution, c'est plus vert. Il y a une vraie importance accordée à l'environnement et de vraies actions ou des investissements importants qui ont été mis en place en Chine pour réduire les émissions de CO2 et pour protéger l'environnement. La Chine s'est fixé l'objectif d'atteindre son pic d'émissions de carbone avant 2030
et la neutralité carbone d'ici 2060. Et comment décririez-vous le marché chinois actuel si vous deviez donner des conseils, présenter le marché chinois à des dirigeants d'entreprise, notamment pour celles qui veulent s'implanter sur le marché chinois? C'est un marché immense qui présente encore beaucoup de potentiel dans les secteurs de haute technologie, dans le secteur des énergies renouvelables, de l'intelligence artificielle, etc. D'ailleurs, le processus d'humanisation continue en Chine. Donc le marché, c'est-à-dire le marché de consommation, présente aussi un grand potentiel. En même temps, il faudrait prendre en compte ces évolutions sur le marché chinois ces dernières années, prendre en compte le fait que le marché chinois devienne plus concurrentiel, plus numérique. Donc, il faudrait adapter son approche d'implantation ou de développement d'affaires en Chine. Mais le potentiel est là. Je pense qu'il ne faudrait pas rater ces opportunités. Certains médias occidentaux se montrent systématiquement pessimistes à l'égard de l'économie chinoise. Pensez-vous que de telles voix peuvent ébranler la confiance envers l'économie chinoise? Il est vrai que les reportages dans les médias occidentaux ont un impact sur l'opinion publique en Occident. Mais cela dépend également beaucoup de la personne. Par exemple, quand je discute avec des hommes d'affaires français ou occidentaux qui travaillent avec la Chine ou en Chine, souvent je constate une perception plus équilibrée de l'économie chinoise. Dernièrement, j'ai passé 2 mois en Chine et j'ai discuté avec les responsables des entreprises françaises présentes en Chine. Et aucune grande entreprise française ne souhaite quitter le marché chinois. En tout cas, pas à ma connaissance. Ensuite, aujourd'hui, tout le monde, y compris la Chine, la France, les pays européens et les autres pays, envisagent le défi du ralentissement économique. Il est donc normal qu'en Europe comme en Chine, les gens ressentent une certaine pression économique. Mais je pense qu'il faudrait aussi regarder les choses à moyen et long terme. Par exemple, la base de l'économie chinoise est toujours immense. La Chine poursuit son processus d'urbanisation et aujourd'hui, la Chine est même plus avancée que l'Occident sur certains secteurs. Par exemple, les énergies renouvelables, les véhicules électriques, etc. D'ailleurs, les derniers indicateurs économiques chinois ont montré des signes d'amélioration. Comment analysez-vous les tendances du développement économique chinois, notamment pour cette année? Les chiffres du premier trimestre de cette année, en ce qui concerne l'économie chinoise, ont montré qu'on est dans la bonne direction, qu'il y a une certaine reprise des activités économique chinoise, parce que durant la pandémie, on a été quand même pas mal impacté. C'était pareil pour le monde entier. Je pense que il y a différents aspects très positifs que l'on doit regarder sur l'économie chinoise et surtout la confiance des gens pourrait aussi beaucoup impacter le développement économique. Et ces dernières années, moi, je constate que le peuple chinois a montré un esprit très combatif. Ils sont souvent très rapides en action. Ils sont très motivés aussi pour bien développer l'économie. Et je pense que c'est un facteur très positif qui pourrait jouer également sur l'économie chinoise dans les années à venir. Merci, Madame Li Chunye. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.